Il est 6h30, nous sommes à la ferme de Maurepaire dans l'Aube où se prépare la chasse au gibier d'eau du jour. La chasse est répartie en 2 passes, à l'aube et au crépuscule, ce qui correspond au mouvement du gibier. Je vous souhaite la bienvenue à Maurepaire. Nous allons pratiquer comme d'habitude la passe au canard et surtout l'envol, parce que en ce moment malheureusement les retours de canard le matin sont très modestes. Donc on va aller se placer fusil déchargé, on respecte les consignes de sécurité, donc on se déplace fusil déchargé, on ne charge qu'une fois placé à l'étang. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons des postes numérotés sous les arbres le long de l'étang. Je vous attribue un numéro de poste. Vous allez avoir la chance, puisque nous ne sommes pas nombreux, d'avoir chacun un poste en dur. Donc vous restez à votre numéro de poste. Quand toute la ligne est placée derrière les arbres, il fera suffisamment jour ce matin, donc il n'y aura même pas besoin du coup de corne traditionnel pour démarrer la chasse. Vous avancez sur vos postes en dur le plus discrètement possible. Vous chargez et vous tirez. Là, c'est beaucoup de fouilles qui viennent de s'envoler. Rien derrière. Les 16 hectares de l'étang de Maurepaire sont gelés en grande partie. Mais Elliot, un jeune chien trop fougueux, se jette à l'eau quand même, ce qui va lui causer une grosse frayeur. Elliot restera bloqué dans un chenal gelé. Bon, je vais faire le tour plus loin pour essayer d'aller rechercher. Viens, Elliot! Joli! Apporte, Lassie! Apporte! 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 Apporte, Lassie! Apporte là! Apporte là! Apporte! Au-dessus! Apporte là! Apporte! Donne-la, Lassie, donne, donne. C'est bien. Donne-la, Lassie, donne, Lassie, bien. C'est bien. C'est bien. C'est un fou, quoi. Christian et Hervé de Normandie ont aménagé leur étang puisque leur chasse s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'exploitation de Maurepaire. C'est pourquoi, malgré la résistance des canards appelants aux conditions climatiques, il faut les préserver de la prédation en leur permettant une nidification sûre. C'est des nids à canards qu'on a fait avec des bidons de 25 litres qu'on a mis sur flotteur, ce qui permet donc aux cannes de venir couver dedans. Et le gros avantage, c'est que s'il y a des gros coups d'eau, l'étang peut prendre parfois 20 cm à 30 cm en une journée. Donc les canards qui font les cannes qui font des nids dans les roseaux, parfois les nids naturels se trouvent inondés, alors qu'avec ce système-là, ben, le nid suit le niveau d'eau et donc il y a moins de pertes, moins de risque de perte. Et en plus, on a fait les nids avec un système de petits rebats pour essayer qu'il y ait moins de risques de prédateurs qui viennent dans les nids. En moyenne, 2 à 3 lâchers d'aplants bagués par an suffisent à fixer le gibier sur l'étang. Les aplants sont dézélés et ne sont naturellement pas tirés. Mais le gibier est malin et se réfugie souvent dans le rond des aplants ou également le long des berges jonchées de roseaux qu'il faut alors battre. L'exercice est périlleux pour Lassie, la femelle labrador, car chaque pousse de roseau est prise par les glaces et risque de lui entailler les pattes.
Malheureusement, au moment où il s'y attend le moins, Christian aperçoit, fuyant vers le grand lac, les deux oies qu'il avait repérées il y a quelques jours. Ah oui, le cri caractéristique et puis l'ampleur du vol. Je suis en train de voir si elles ne repartent pas au grand étang. Ah non, elles vont aller au lac. Ah, paix. Bon, on va continuer l'approche. Vous voyez qu'à quelques fusils, tout canard qui vient se poser sur l'étang sera vu et pratiquement tiré à chaque fois. Alors que sur le grand étang, il est tellement grand que les canards peuvent arriver et se poser sans qu'on puisse les tirer. Et la deuxième chose, c'est qu'on est au sec, alors que dans le grand étang, si on veut pouvoir tirer les canards à la passe du soir, il faut s'avancer en nappe, comme j'étais moi ce matin, avancer bien de chaque côté au milieu de l'eau. Et là, ils vont arriver dans notre dos, mais là, on ne peut pas les tirer parce qu'ils arrivent comme des balles et souvent très haut. Et normalement, ils font un tour, voire deux tours, quelquefois 3 tours avant de se poser. Et donc, nous, on les tire quand ils tournent. Alors, la technique le soir, la passe du soir, pour mieux voir les canards, c'est de regarder toujours au plus sombre. Comme ça, si le canard passe dans une partie un peu plus claire, l'œil étant bien accoutumé à la pénombre, on les voit d'autant mieux. Que si on fixe tout le temps le coucher de soleil, si on a des canards qui passent là où ça sera beaucoup plus sombre, on les verra beaucoup mieux. Il faudra patienter immobile jusqu'au crépuscule pour voir et entendre les premiers gibiers. Les chasseurs sont prêts. Le premier qui aperçoit un canard pousse un sifflement. Tous les autres restent immobiles et attendent que les oiseaux perdent de l'altitude pour bouger. D'ici là, il faut attirer le gibier avec le meilleur appât qui soit, la voix humaine. Christian de Normandie nous explique comment il a aménagé sa mare aux canards, où il accueille les copains d'abord. Nous entrons dans la ferme de Maurepaire, dans le département de l'Aube. Une ferme paisible, dont les plus anciennes dépendances remontent à la fin du XVIIe siècle. L'architecture à colombage de l'édifice semble avoir été épargnée par l'écoulement du temps. Aujourd'hui, Christian de Normandie est le maître de maison. Avec son frère jumeau Hervé, ils ont décidé de diversifier leur exploitation en se tournant vers leur passion commune pour la chasse au gibier d'eau. Christian nous emmène aujourd'hui au barrage de Lauzon dans le parc régional de la forêt d'Orient. Le barrage se situe en bordure du domaine des de Normandie et constitue depuis peu une réserve naturelle pour tous les types de gibier. On se trouve dans le barrage réservoir Aube, qui s'appelle ici le bassin de Lauzon. C'est un lac qui sert à réguler le cours de la Seine et plus particulièrement à emmener de l'eau à la ville de Paris. Et donc en ce moment, nous sommes en position basse et commence à remplir à nouveau le barrage réservoir qui sera à son maximum au milieu de l'été. Donc le principe, c'est de stocker de l'eau à la période hivernale. Donc on commence à être à la période où le bassin se remplit. Et au mois de juillet, donc milieu de l'été, à nouveau, le lac est plein et à nouveau, on commence à le revider pour envoyer de l'eau à Paris à la période où la ville manque d'eau. Nous avons démarré il y a 7 ans maintenant, en 1989, la première année, et uniquement la première année en chasse au gibier d'eau. Donc canard, bécassine, vanneau, éventuellement des oies, mais ça reste exceptionnel. Et nous avons démarré l'année d'après des journées de chasse en plaine,
pour faire connaître la chasse au gibier d'eau, puisqu'on s'est aperçu que les chasseurs de la région connaissaient bien la chasse en plaine, et il y avait une demande pour la chasse en plaine. Mais finalement, ils connaissaient relativement peu la chasse au gibier d'eau. Donc on a démarré une activité de chasse en plaine en plus, au mois d'octobre et novembre, où là on fait des lâchers de perdreaux et de faisans, puisque malheureusement il n'y a plus de gibier naturel en plaine sur notre exploitation. Et ça nous a permis de ramener un petit peu de chasseurs pour le gibier d'eau. Notre domaine chassable s'étend à peu près sur 220 hectares, hein, essentiellement de plaine. Il y a un étang de 14 hectares et un étang de 2 hectares. On achète des jeunes canards qu'on lâche sur l'étang à 5 semaines et qui nous servent d'appelant tout au long de l'année. Au maximum, on peut chasser, on a 26 postes sur le grand étang, mais à part les premières chasses d'ouverture où il y a énormément de demandes puisque les autres chasses ne sont pas ouvertes, après c'est très variable. Ce matin, nous étions 5, il y a des jours on sera 10, 12. Plus on avance dans la saison, moins on est nombreux puisqu'il commence à faire froid. C'est vraiment ce qu'on appelle les sauvaginiers, donc les chasseurs de gibier d'eau qui viennent exclusivement à cette époque-ci. Hein. Les autres chasseurs préfèrent venir plutôt en saison, soit faire de la plaine et du canard en même temps, soit faire que du canard, mais plutôt ce qu'on appelle les battues de début de saison, où il faut quand même avouer qu'on tire une partie des canards qui ont été élevés sur l'étang. Donc là, ils sont sûrs d'un tableau et ça les rassure. À son niveau le plus bas, le barrage de Lauzon est le refuge idéal pour le gibier d'eau. De petites mares abritées offrent un refuge appréciable aux petits comme aux grands gibiers. De plus, en période de chasse, le gibier d'eau s'y replie volontiers puisque la retenue d'eau est visible de loin. Vous faites combien de canards sauvages par an? De canards sauvages par an, en moyenne, c'est 500-600 par an, hein, de vraiment sauvages. Hein, puisqu'il faut savoir que nos appelants sont bagués, donc on sait exactement le nombre d'appelants lâchés et le nombre d'appelants tués tous les ans. C'est quel type d'appelant? Donc ce sont des colverts. Hein. L'important c'est de les lâcher jeunes, parce qu'en les lâchant à 5 semaines, ils deviennent volants vers 9 semaines, vraiment bien volants à 10 semaines, et en agrénant bien régulièrement l'étang, pour qu'ils ne manquent pas de nourriture, en principe ils restent. Hein, alors il y a des années, il y en a une partie qui s'en va, c'est très irrégulier, mais c'est la seule solution si on va avoir du canard qui vole bien, puisque l'avantage de cette chasse, de cet élevage, c'est d'avoir du canard qui est élevé dans les conditions d'un canard naturel et qui vole aussi bien. On ne voit pas la différence. Et on a un certain nombre de nos chasseurs qui viennent ici parce qu'ils savent que les oiseaux volent très bien. Hein, c'est pas du tir, c'est de la chasse encore. Et vous avez également une jachère faunistique? Donc on a une jachère faunistique, mais ça sert plus aux chasses voisines, qui sont des chasses de gros gibier. Et on a opté pour cette jachère faunistique, essentiellement aussi pour essayer de diminuer les dégâts de sangliers que nous avions dans nos cultures, et notamment dans nos maïs. Puisque le principe de la jachère faunistique, c'est une parcelle qu'on a mis en pâture pour le chevreuil essentiellement. Et on a fait une petite parcelle de maïs au milieu pour tenir les sangliers. Mais vous ne chassez pas le gros gibier sur vos terres? Et nous chassons le gros gibier sur nos terres, mais j'allais dire on le fait uniquement entre amis, puisque nous faisons partie d'un groupement d'intérêt cynégétique qui nous impose des bracelets sangliers. Nous avons le droit à 5 bracelets de sangliers de moins de 60 kg, qui sont remplaçables si on respecte les poids. Et quant au chevreuil, c'est un plan de tir, un plan de chasse, et donc nous avons le droit à 2 chevreuils sur exploitation. J'allais dire ça, c'est pour les amis. C'est la réserve particulière. Et c'est vrai que toute la période de chasse, le lac est bas. Donc ils peuvent se balader comme ça autour de l'eau, retrouver les îles ne sont plus des îles, donc ils peuvent rejoindre les quelques bois qui restent au milieu.
Et ça fait une réserve. Il y a d'ailleurs des gens qui vont faire qui sont pas chasseurs, mais leur passion c'est la caméra vidéo et ils font des films sensationnels. Hein. J'en ai déjà vu un ou deux. On a l'impression que les sangliers vont sauter dans la caméra. Avec Ghislain Carr, une journée de chasse est également une épreuve d'écoute de la forêt. C'est en Haute-Marne, non loin de la ville de Langres et près du village d'Augeur, que les amis de Montarmet se réunissent pour traquer le chevreuil dans la forêt domaniale d'Auberive. Chaque week-end de saison, 4 équipes de 8 postés et 11 rabatteurs forment le groupe mené par Didier Albert, sous la présidence de Maurice Gilbert. Sur le bois de chêne, personne contre Marmont. Tout le monde plaqué contre Maigrefontaine, hein, sur les champs. On est bien d'accord, parce que ça pose des problèmes au niveau du gibier rentrant. On ne veut pas de problème avec ça. Hein. Donc, systématiquement, les gars, par rapport à leurs postes qui sont contre Marmont, ils vont tout droit, ils traversent le champ, ils vont contre Maigrefontaine. Tout le monde sera aligné contre Maigrefontaine, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la Grand Charme, c'est le même principe. Personne de l'autre côté de la Grand Charme, tout le monde en face contre Maigrefontaine. Bon, c'est sûr que c'est Maigrefontaine de l'autre côté aussi, mais personne au bois rentrant, côté salle. Tout le monde plaqué contre Maigrefontaine. Comme ça, il n'y aura aucun problème pour le tir. Bon, par contre, au niveau de la fin de track, bon, on s'aperçoit qu'éventuellement la fin de track, des fois, c'est pas toujours répété correctement, mais ça dépend des cornes, la grosseur des cornes et tout ça. Et il se passe un problème, c'est qu'éventuellement, au niveau de la fin de track, ça fin de track systématiquement à midi. Donc même si un gars était dans une combe et qu'il n'entend pas la fin de track, systématiquement à midi, ça sera la fin de track. Exceptionnellement, à 12 heures, s'il y avait un sanglier qui était au ferme avec des chiens, là, à ce moment-là, il y a un tracker qui se déplacera spécialement pour ça, mais uniquement dans ces conditions-là. Donc à partir de 12 heures, c'est la fin de chasse. Les règles de sécurité sont bien connues de tous, mais néanmoins répétées. Après quoi, le groupe se divise pour se poster en fer à cheval autour de la parcelle. Désigné comme chef d'équipe, Ghislain Carr conduit ses hommes en silence. Oui, numéro 4. Tu sais qu'ils arrivent de là-bas. Oui. Ils poussent. Alors tu fais attention là-bas, les sangliers. Et là aussi, il y a un sommet d'arête. Ouais. Et on défile aussi. Mais tu tires pas là. Interdiction de tirer dans la traque. Et des serres. D'accord. T'en tues pas. Là. Ouais. 1, 2, 3. Nous avons 4 équipes de postés. C'est-à-dire une équipe qui comprend 8 gars avec un chef d'équipe. Et les gars, on tire leur numéro au hasard et puis ils prennent un numéro et se postent là. C'est-à-dire ventre au bois et tirent le gibier quand ils rentrent derrière eux. Quand j'entends la traque, je me méfie 2 fois plus parce qu'on ne sait pas où va passer le gibier, s'il va passer à gauche, à droite ou venir droit dessus. Mais il est tellement malin qu'il faut vraiment faire attention. Et on va attendre, surtout, on saura le gibier qui va nous arriver dessus, c'est suivant les coups de corne des traqueurs qu'ils auront enlevés. C'est-à-dire, si on entend 2 coups, ça peut être un jeune infant. Ce qu'on appelle infant, c'est-à-dire c'est le petit de la biche. 3 coups, ça va être un chevreuil, l'annonce d'un chevreuil. 4 coups, ça va être l'annonce d'un sanglier. 5 coups, c'est l'annonce de la biche même. 6 coups, ça va être un daguet, c'est-à-dire c'est un jeune cerf qui n'a que 2 bois. Et après 7 coups, ça va être le cerf. Donc là, qui est reconnaissable parce qu'il a plusieurs andouillés sur andouillés. En l'absence ce matin du président de chasse, Christian se poste au milieu du massif pour écouter la chasse et mieux nous guider.
alors les traqueurs arrivent par là-bas. Hein, le gibier va se trouver bloqué par le bas de la rivière. Et théoriquement, il va longer le bas pour remonter sur le dessus là-haut. Alors je vais aller me poster un peu plus loin pour essayer de les voir. Là, je pense qu'on va certainement voir des sangliers. Parce que là, nous avons des traces qui sont vraiment fraîches, qui sont de la nuit ou du matin. Ça, c'est spécial au sanglier. Là, il est à la recherche des vers, des faînes, des glands. Nous avons une carabine à verrou, hein, c'est une arme très dangereuse. Hein, c'est l'équivalent d'une arme de guerre, si c'est pas pire. Étant donné qu'on fait de la chasse au gros gibier, c'est-à-dire le sanglier et le cerf surtout. Enfin, comme cette année on n'a pas le droit au cerf, c'est surtout pour le sanglier. Alors voilà, là c'est une arme, je peux mettre 4 balles dedans, parce qu'elle est semi-automatique, c'est-à-dire qu'il y a une culasse dessus. Et normalement, ça serait une carabine automatique, j'ai le droit qu'à 3 balles. Voilà, là le calibre c'est du 300 Winchester Magnum. C'est-à-dire que c'est une balle assez puissante pour pouvoir, disons, arrêter un gros sanglier. Par contre, sur un chevreuil, ça ferait beaucoup de dégâts. Hein, nous avons des balles beaucoup plus petites, enfin j'en ai pas, mais nous avons des balles beaucoup moins grosses pour le chevreuil, justement pour ne pas l'esquinter. Hein, disons, pour créer un chevreuil beaucoup plus tendre, a une peau beaucoup plus fragile. Alors une petite balle suffit pour le tuer. Tandis qu'un sanglier, avec sa carapace, il faut quelque chose de puissant justement pour l'arrêter net, pour éviter qu'il ne soit blessé puis qu'il aille mourir ailleurs ou agoniser, qu'on ne le retrouve pas. Ah, c'est la chalet qui vient là. Oh, c'est la chalet qui passe là. Ah bah voilà, tiens. Bon. Allez, non. Oh. Mais ça. Non, on entend une chasse là-bas. Ah, elle tourne. Non, non. Autre chose. On a vu des chevreuils. Ah, je tue. Peut-être des chevreuils qui se... Bonjour, il y avait plein de chevreuils. Peut-être des chevreuils qui se baladaient, mais j'entendais beaucoup passer. Le chevreuil fait bien sûr partie du plan de prélèvement que l'association de chasse s'est fixé avec la fédération départementale qui fournit les colliers de comptage. Non, celui-là qui va. C'est bon, quand j'ai vu, quand on l'a aperçu, j'ai chargé la culasse, comme j'avais 3 balles. Puis j'ai repoussé la culasse, mais je n'en mets pas dans le canon. Comme ça permet de réarmer aussitôt. Suivant l'analyse qu'il a pu faire de la chasse ce matin, Guillain donne maintenant ses conseils au chef traqueur pour une autre battue de l'après-midi. Votre prochain rendez-vous est une battue au cerf en Eure-et-Loire, avec Gérard Poupon dans la forêt de Bailleau-l'Évêque. À bientôt dans Chasse Passion.